C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui te donnera de la manière dont tu t'attends le moins. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. La vidéo d'aujourd'hui va être un témoignage que je m'étais promise, ou du moins que j'avais promis à Dieu de faire depuis. Mais vous connaissez l'être humain. Dès que tu demandes quelque chose que tu reçois, tu deviens égoïste, tu vis ta petite vie et puis basta. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai pu concevoir mon bébé malgré mon SOPK. Il est à noter que moi, j'ai été diagnostiquée du SOPK il y a plus d'une dizaine d'années. Je crois que j'avais 23 ans à l'époque lors d'un check-up de routine. Et du coup, mon gynéco, il m'a dit, ouais, vous avez le SOPK, vous aurez peut-être des difficultés à concevoir. Êtes-vous un projet bébé? Moi, j'avais 23 ans, je pensais pas avoir un enfant à cette époque. J'ai dit non. Il m'a dit, ok, il va me mettre sous pilule. Ensuite, après, quand je serai en projet bébé, je reviens le voir, ou du moins son nom de gynécologue. Et puis, on va en parler, pas de souci. Il est à noter que moi, ma mère, elle est sage-femme de profession également. Du coup, quand je lui ai dit ce que le gynéco m'a dit, elle m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit qu'il y a plein de femmes qui vivent avec le SOPK, qui ont plein d'enfants. Donc, ce n'est pas un truc qui devait m'alarmer plus que ça. Ensuite, moi, j'ai pris mes pilules. J'ai commencé à les prendre, certes. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de contraintes liées au fait de prendre les pilules. Il fallait les prendre à une heure fixe. Alors que moi, j'étais hôtesse de l'air. J'avais pas forcément d'horaire fixe. Des fois, j'oubliais et tout. Puis je me suis dit, d'ailleurs, c'est quelle histoire de pilules? Moi, j'ai pas de gaz, je fais rien. Pourquoi j'ai venu me fatiguer avec des pilules et tout? Donc j'ai fait aussi mes recherches à côté. Une fois que j'ai vu et compris qu'en fait avoir le syndrome des ovaires polykystiques, c'est-à-dire SOPK, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des kystes dans les ovaires. Moi, ça m'a beaucoup rassurée. Je suis passée à autre chose. J'ai vécu ma vie comme tout le monde. Erreur. Je dis erreur parce que vraiment, il faut vraiment se connaître, savoir en fait notre héritage, je veux dire héritage santé, parce que moi en réalité je viens d'une famille diabétique et j'aurais dû prendre cette information que je venais de recevoir chez mon gynéco un peu plus au sérieux, mais je pense pas que ce soit vraiment de ma faute parce que en réalité, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'informations liées au SOPK qui soient autant vulgarisées qu'aujourd'hui. Franchement, si vous êtes une jeune femme qui a le SOPK aujourd'hui, vous êtes vraiment chanceuse parce que les études ont évolué, les gens se sont beaucoup plus informés. Il y a beaucoup d'informations vulgarisées actuellement sur les réseaux, sur Internet et partout. Et moi, j'ai vécu ma vie comme tout le monde, sauf que j'ai ignoré le fait que je viens en fait d'une famille diabétique et que je n'avais pas à l'époque fait le lien entre ce diabète-là qui était présent dans notre famille et le SOPK. C'est après, quand je me suis mariée et que voilà, j'ai commencé à nourrir l'envie d'avoir un enfant, j'ai recommencé, c'était bien des années plus tard, je crois 8 ans, 9 ans après, j'ai commencé à me renseigner à nouveau. C'est là que j'ai compris en fait que quand tu viens d'une famille diabétique, papa, maman ou que sais-je, les tantes et tout ça, en tout cas quand le diabète est dans votre famille, il y a beaucoup plus de chances que voilà les filles de la famille ou les femmes de la famille aient des problèmes de SOPK ou bien aient des pathologies comme le SOPK. Moi, je parle du SOPK parce que c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai, c'est ce que je connais. Et du coup, j'ai vécu ma vie comme les autres. Je mangeais comme je voulais. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo dessus sur quoi manger, quoi ne pas manger, en tout cas surtout comment est-ce que moi je m'alimentais à l'époque et qui ont, je pense, quand même pas mal aggravé ma pathologie. Et je faisais du sport aussi. Franchement, je faisais beaucoup de sport à l'époque. Et je crois qu'avec du recul, je pense que c'était un peu trop dosé parce que si vous ne le savez pas, en fait, faire du sport à haute intensité élève votre taux de cortisol. Et le cortisol, en tant que femme SOPK, c'est pas bon du tout. Je vous l'expliquerai, je prendrai le temps de vous l'expliquer dans une autre vidéo. Et qu'est-ce que moi j'avais comme pathologie? Avec du recul, moi je me rends compte que mon SOPK, c'était quand même un SOPK modéré. J'avais pas de l'hirsutisme, je n'avais pas... Bon, j'avais un peu d'acné, pas trop quand même pour que ce soit alarmant. Pas trop et je n'étais pas en surpoids, mais moi j'avais toujours eu un problème avec mon poids dans ma tête. Ça, je vais revenir dessus aussi dans une autre vidéo. Et mon SOPK se sentait beaucoup plus à l'échographie, selon la forme de mes ovaires et aussi par le fait que moi, à mon niveau, je pouvais remarquer des aménorrhées. Il y avait des mois, enfin,
pas plusieurs mois. Je faisais jamais plus de 2 mois sans règles. Mais je pouvais par exemple régler en janvier, ne pas avoir mes règles en février, avoir mes règles en mars. Ce qui n'est pas du tout normal. Mais je vous promets, à l'époque, moi, j'étais bien dans mon petit confort. Les règles 1 mois sur 2. C'est top quoi. Quoi demander de plus? Bref, maintenant, il est arrivé le moment où je me suis mariée. Et un petit disclaimer également. Vous savez, des fois, dans les couples, puisque les femmes, elles sont plus vite au courant de leur pathologie. Et vous vous mettez en couple. Quand vous avez des problèmes à concevoir, vous avez tendance à croire directement que c'est la femme. Mais des fois, c'est l'homme qui a des problèmes, mais qui n'est pas dans l'urgence d'aller consulter. Du coup, ça fait perdre du temps au couple. Et finalement, quand l'homme se décide enfin à aller consulter, on se rend compte que le vrai problème venait de l'homme. Pourtant, comme on savait que la femme, elle avait une pathologie connue, on pense directement que ça vient d'elle et tout. Donc, franchement, c'est une petite sensibilisation aussi. Poussez vos hommes à aller se faire dépister, se faire consulter. En fait, on ne sait jamais pour ne pas perdre du temps. Alors, vient le moment où je me suis mariée et j'ai très vite ressenti le besoin d'avoir un enfant parce que pour moi, c'était un échappatoire. Avoir un enfant, ça veut dire ne pas aller en vol. Ne pas aller en vol, c'est-à-dire ne pas aller au travail, tout simplement. Parce que j'étais aussi dans une phase où je n'avais plus du tout la même niaque d'aller au travail. Je n'avais plus, mon âme réclamait autre chose en fait. Je me sentais, j'avais l'impression de tourner en rond et que j'avais vraiment besoin de découvrir autre chose ou du moins de vivre autre chose. Moi, j'ai fait 12 ans dans l'aviation et franchement, là, moi que j'ai découvert pendant les quelques années où j'ai pas travaillé, je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait pour tenir pendant 12 ans. C'est peut-être pas énorme pour les personnes des générations 1960, 70, 80, mais je pense que les gens de la génération 90, quand même, en allant, on a ce petit problème-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme ça, en fait. Être sur place pendant longtemps, franchement, moi j'ai toujours besoin de nouveautés, de renouveau. Aujourd'hui, je m'accepte comme je suis parce que j'ai appris à réellement me découvrir, à connaître la personne que je suis au risque. Parce que en fait, des fois, tu es entouré de certaines personnes qui ont l'air très très stables. Les personnes là font les mêmes choses depuis toujours. Et toi, tu te dis non, en fait, le problème c'est toi. Mais non, en fait, on a été tous créés différemment. À un moment donné, il faut accepter qui on est et avancer. Point barre. Et j'étais dans cette phase-là où j'avais envie de quitter mon travail. Et pour moi, en fait, c'était un échappatoire. Je tombe enceinte, poup, j'arrête de travailler. Ensuite, après, on verra. Sauf que c'est jamais comme on le veut. On a essayé pendant quelques mois et tout, il n'y avait rien. Je commençais à ressentir le poids de la société. Je vais le dire comme ça, parce que moi je viens d'une grande famille, mon mari aussi vient d'une grande famille où on a chacun des tantes et des oncles. Les oncles, eux, ils s'en foutent, hein, mais les tantes, vous savez, elles n'ont jamais la langue dans la bouche. Et au bout de 5 mois de mariage déjà, c'était les ouais, le bébé. Mais attendez, les gens là, ils vivent même pas ensemble. Où est le bébé? Oh, t'es pas encore enceinte. Du coup, tu fais quoi encore ici? Il faut aller rejoindre ton mari. Quand on se marie, c'est pour vivre avec son mari. Blablabla, blablabla, blablabla. Moi, ça m'attristait. Moi, mon mari, en fait, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas vraiment influencer par ce que les gens disent. Il s'en fout un peu. C'est moi que ça affecte le plus. Et je pense que c'est pareil dans tous les couples. C'est généralement les femmes qui portent cette charge mentale-là. Et ce qui me peinait le plus, ce n'était plus une charge mentale qui venait de ma famille seulement. Il y avait aussi la belle famille, il y avait le regard et tout et tout. Et ça m'attristait. Du coup, un jour, je me suis levée un peu désespérée à ma façon. J'arrive chez mon gynéco, je lui dis ouais c'est bon, tu sais, il faut me prescrire, me faire un traitement pour pouvoir tomber enceinte. Du coup le gynéco il me demande ok, ça fait combien de temps que vous essayez? Ça fait même pas un an. Il dit ok, tu habites avec ton mari? J'ai dit non. Il dit what? Et toi au bout de quelques mois en fait tu veux déjà venir prendre un médicament, je sais pas quoi. Pardon madame. Rentre à la maison, trouve un moyen d'aller habiter avec ton mari pendant au moins 6 mois ou 1 an, essayer. Et si ça ne donne rien, à ce moment-là, je serai apte à te prescrire un traitement parce qu'un traitement, ça ne se prescrit pas juste comme ça. Moi, j'étais déçue.
Mais j'avais pas le choix, je suis partie. Ensuite, après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis encore renseignée, vu que les années ont passé. Il y avait déjà il y avait déjà quelques bribes d'informations sur YouTube. Il y avait des femmes européennes et tout ça qui faisaient déjà des vidéos sur le SOPK qui expliquaient un peu la maladie. Avec ces vidéos-là, j'ai compris qu'il fallait gérer le SOPK différemment, un tout petit peu comme le diabète, en transformant déjà son alimentation, en mangeant bien, en n'étant pas sous stress. Pourtant, moi, au travail, j'étais H24 sous stress. Je mangeais comme je pouvais. Je mangeais pas le plus sainement possible. Et le sport aussi, il faut pas trop y aller à fond parce que, comme je l'ai dit, ça stimule le cortisone, l'insuline et tout ça. On va revenir dessus dans une autre vidéo. Du coup, il faut faire attention au cortisol, à l'insuline, bien manger. Et du coup, j'ai commencé à faire attention. Mais à côté, j'ai commencé aussi à prendre quelques compléments alimentaires, mais vite fait. Je les ai pas pris pendant longtemps, hein. Pendant un mois, j'avais des copines aussi en or qui me donnaient beaucoup de conseils, les 4 côtés par ici, clou de girofle, quoi. Moi, j'ai tout bu. J'ai tout bu parce que moi, je voulais mon bébé. De un, pour arrêter de répondre aux questions de où est le bébé, machin, de ma famille, de la belle famille. De 2, parce que c'était mon échappatoire pour arrêter le travail. Et de 3, et je veux savoir que je peux faire un bébé, en fait. La charge mentale est énorme. C'est vrai qu'à côté, mon mari aussi, il a fait des tests et tout. Et au bout de quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais toujours dans mes histoires d'aménorrhée. Ce mois-ci, j'ai mes règles. Le lendemain, le mois qui suit, j'ai pas mes règles. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Disons, on va prendre un exemple. En janvier, j'ai eu mes règles. Et en février, j'ai pas eu mes règles. Du coup, j'ai commencé par stresser encore. Je me suis dit, parce que pour moi, en fait, je pensais que c'est comme on nous a appris à l'école. Tu dois avoir tes règles, ovuler, en tout cas, il faut avoir tes règles obligatoirement. En février, j'ai pas eu mes règles. Du coup, j'ai commencé à paniquer encore. J'ai attendu en mars, début mars, pas de règles. Fin mars, toujours pas de règles. Là, j'étais désespérée parce que je me dis, si j'ai pas de règles, en fait, il y a rien qui se passe. On en parle des tests de grossesse. Si je pouvais acheter les tests de grossesse, en gros, j'allais le faire. J'en achetais beaucoup. Et vu que je voyageais aussi un peu, je prenais là, je prenais par-ci, par-là, comme ça, pour que les pharmaciennes là ne me reconnaissent pas. Genre, attends, celle-là, elle fait quoi avec tous ces tests de grossesse? Donc, du coup, j'avais plein de tests de grossesse que je faisais à chaque fois pour être sûre que non, que je n'étais pas enceinte et tout. Mais tout le temps, c'est revenu négatif, pas de problème. Et du coup, ce soir-là, il me restait un seul test. Mais aussi, c'était la veille du jour où je m'étais promise que j'allais retourner voir mon gynéco pour lui dire il faut qu'on fasse quelque chose, j'ai pas mes règles depuis 2 mois, ce n'est pas possible, ça n'a jamais autant duré. Là, je commence par devenir folle. Du coup, je fais mon test. On dit de faire les tests en début de la matinée, mais vu que moi je m'attendais pas à ce que ce soit une grossesse, je fais mon test and guess what? 2 traits, 2 barres. Choquée. Je tombe des nues. Moi, j'avais jamais vu ça. Je tombe des nues. Et j'arrive pas à dormir la nuit là. Le lendemain matin, la première heure, je me réveille. Je file à l'hôpital, je vois mon gynéco. Il me fait l'écho, il me dit ouais effectivement, il y a un début de grossesse et tout. Mais pour l'instant, je peux rien te confirmer. On va attendre 3 semaines. Du coup, je rentre à la maison, je dis à ma mère, on s'est dit, ouais, on va se mettre en prière et tout. Là vient la question, est-ce que j'informe mon mari ou pas? Vu qu'on ne vivait pas dans le même pays et tout, je me suis dit, j'ai pas envie de l'informer pour qu'il soit content et ensuite, après, qu'on vienne m'annoncer que non, en fait, il y avait rien et tout. Mais après, je me suis dit, attends, on a fait ça ensemble, non? Pourquoi est-ce que c'est à moi seule de prendre la charge mentale de est-ce qu'il y aura un bébé à la fin ou est-ce qu'il n'y aura pas un bébé à la fin? Il dit, gars, on va vivre ça ensemble. Du coup, j'organise un petit truc sur Dakar là-bas. On lui offre un cadeau avec un habit de bébé. On lui informe qu'il sera papa. Il m'appelle, on est tous les deux contents. On se dit, viens. Le truc des 3 semaines, je dis, gars, il faut te calmer. On va aller en prière, on va prier. Et puis, on va espérer qu'au bout des 3 semaines, qu'on ait une bonne nouvelle. Donc, vous connaissez tous la suite. Au bout des 3 semaines, c'était une vraie grossesse qui a bien évolué et tout s'est bien passé. J'ai accouché. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui te donnera de la manière dont tu t'attends le moins. Moi, je n'avais jamais imaginé que je pouvais tomber enceinte sans avoir vu mes règles. Je suis tombée enceinte à un moment où je n'ai pas eu mes règles pendant 2 mois. Donc, j'ai compris que
le plus important, c'est la foi. Parce que tu peux avoir tes règles chaque mois sans pour autant tomber enceinte. Tu peux avoir tes règles chaque mois sans ovuler. Il y a des cycles anovulatoires. Comme tu peux ne pas avoir tes règles chaque mois, mais quand même ovuler. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu ne m'a rien demandé. Dès que moi j'ai su que j'étais enceinte, j'étais au tout début de ma chaîne YouTube et je me suis dit, après ce parcours-là, je vais me servir également de ma chaîne YouTube pour non seulement partager ce témoignage, pour donner de la force à tous ceux qui passent par là également, pour leur dire que ce ne sera pas facile, mais que ça peut marcher. De garder la foi, de s'accrocher à Dieu, de faire ce qu'on peut faire à notre niveau, de contrôler ce qu'on peut contrôler. Et puis, on croise les doigts en fait, sinon on s'accroche à quoi? Mais sauf que, vous connaissez l'être humain, non? Depuis que j'ai eu mon petit bébé, j'ai oublié la promesse que j'ai faite à Dieu. On peut faire ça. Donc du coup, récemment, ça me revenait. Je me suis dit, ah non, non. Dieu m'a rien demandé, hein. C'est moi-même je me suis engagée. Donc je pense qu'il est vraiment temps. Puis je pense que c'est le bon timing en fait pour pouvoir en parler. J'ai la ferme conviction que quand Dieu nous fait passer par certaines épreuves en fait pour arriver à un point A ou à un point B, c'est pas seulement pour le garder pour nous, c'est aussi pour le partager au monde dans le but de donner de la force, de redonner la foi en fait à ceux qui l'ont peut-être perdu, ou en tout cas d'accompagner les gens dans ce processus, leur montrer que c'est possible, même si ça sera pas facile. De toutes les façons, Dieu donne à qui il veut, quand il veut, et toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me dire aussi en commentaire si vous avez eu à passer par là, si vous connaissez des proches qui sont passés par là, si vous avez le SOPK et tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire également. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!